Juste un morceau de pain, s'il vous plaît. Les mots n'étaient qu'un souffle de buée sur la vitre glacée, un murmure silencieux que personne ne pouvait entendre. De l'autre côté du verre, dans la chaleur dorée du restaurant le plus chic de l'île, le monde tournait sans se soucier du petit fantôme qui le regardait. Ce que personne ne savait, c'est que ce simple murmure, cette vision d'une enfant frissonnant dans le froid, allait faire s'effondrer un empire bâti sur un mensonge vieux de 20 ans. Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir comment une simple boîte à musique peut détruire la vie d'un millionnaire et révéler une vérité que l'argent avait tenté d'enterrer à jamais. Après, dites-moi dans les commentaires quelle note, de 0 à 10, vous donneriez à cette histoire. Et si elle vous touche, abonnez-vous à la chaîne pour soutenir mon travail. Votre soutien est précieux. Nous sommes à Lille, au cœur d'un hiver qui mordait jusqu'à l'os. La Grand Place, habituellement un cœur battant de joie et de lumière, semblait figée sous une couche de grisaille glaciale. Le vent s'engouffrait entre les façades flamandes, emportant avec lui les rires des familles aisées et les laissant se perdre dans les ruelles sombres où d'autres luttaient en silence. C'était une ville de contrastes violents, la chaleur des vitrines de luxe contre le froid mordant du pavé. Un conte de fées pour certains, un combat quotidien pour les invisibles. Au sommet de ce monde régnait Antoine Dubois. À 55 ans, il était l'incarnation du succès. Un millionnaire qui s'était fait tout seul, parti de rien pour construire un empire gastronomique, la chaîne de restaurants, le Chêne Doré. Son joyau, son fleuron, trônait ici même, sur la Grand Place, baignant la place de sa lumière arrogante. Antoine avait tout ce que l'argent pouvait acheter. Le respect, le pouvoir, l'admiration. Mais cette ascension fulgurante avait eu un prix terrible. Un prix qu'il payait chaque jour dans le silence de son immense appartement au design épuré, aussi froid et impersonnel que son propre cœur. Depuis son perchoir de verre et d'acier qui surplombait la place, il regardait la vie s'agiter en dessous comme un spectacle lointain. Sa propre vie n'était qu'une succession de bilans financiers, de réunions d'affaires et de repas solitaires. Il dînait souvent seul, à la meilleure table de son propre restaurant, un roi observant son royaume, un royaume où chaque plat, chaque bouteille de vin, chaque sourire de serveur était le fruit d'une trahison. Car Antoine portait un secret. Un fantôme qui le hantait depuis plus de 20 ans. Un souvenir qu'il essayait de noyer sous des flots de champagne et des additions à 4 chiffres. Avant le Chêne Doré, avant l'Empire et les millions, il y avait eu un petit bistrot chaleureux, plein de rêves et de passion. Et Antoine n'était pas seul. Il avait un partenaire, son meilleur ami, Luc. Ils étaient les deux faces d'une même pièce. Luc était l'âme, le génie créatif en cuisine. Celui qui transformait de simples ingrédients en poésie. Antoine, lui, était le visionnaire, l'ambitieux qui voyait déjà plus grand, plus loin. Le succès était venu, doucement d'abord, puis comme une vague. Et l'ambition d'Antoine s'était transformée en une faim insatiable, une cupidité qui ne laissait plus de place à l'amitié. Il a attendu le moment parfait, le moment le plus cruel. Alors que la femme de Luc luttait contre une grave maladie, le laissant vulnérable et distrait par le chagrin, Antoine a frappé. Avec l'aide d'un avocat sans scrupules, il a monté une manœuvre juridique complexe pour l'évincer. Il a racheté ses parts pour une bouchée de pain, s'appropriant non seulement leurs rêves communs, mais aussi les recettes de Luc. Et surtout, son plat signature. Ce plat qui allait devenir la pierre angulaire de sa fortune. Luc ne s'en est jamais remis. Anéanti par la trahison de son meilleur ami, écrasé par le deuil, il est mort quelques années plus tard, ruiné, et le cœur brisé. Depuis ce jour, Antoine Dubois vivait avec une culpabilité si profonde qu'elle avait rongé tout ce qu'il y avait de bon en lui. Elle avait empoisonné sa relation avec son propre fils, qui ne voyait en lui qu'un requin des affaires, un homme capable de marcher sur le corps de son meilleur ami pour réussir. Antoine était devenu un homme riche, mais terriblement seul. Et c'est ce soir-là, alors qu'il regardait d'un œil distrait le ballet parfaitement orchestré de ses serveurs, que son regard a été attiré par la vitre. De l'autre côté du luxe et de la chaleur, une petite silhouette se dessinait dans le froid. Une fillette de 7 ans, peut-être 8, menue et pâle, emmitouflée dans un manteau bien trop grand pour elle. Elle avait de grands yeux sombres qui semblaient porter toute la misère du monde. Son visage était collé contre le verre, son souffle créant un petit halo de buée. Ses yeux ne regardaient pas les clients, ni le décor somptueux. Ils étaient fixés sur les assiettes fumantes, sur la nourriture qu'elle ne pouvait qu'imaginer. Ses lèvres bougeaient, formant des mots silencieux que seul un expert en lecture labiale aurait pu déchiffrer. « Juste un morceau de pain, s'il vous plaît. »
La vision de cette misère, si crue, si proche, gâchait la perfection de sa vitrine. C'était une tache sur son tableau impeccable. Agacé, Antoine fit un signe discret à son maître d'hôtel, un geste sec du menton qui signifiait « Débarrassez-moi de ça ». Il ne voulait pas de ça devant son établissement. C'était mauvais pour les affaires. Le maître d'hôtel, habitué aux caprices de son patron, s'inclina légèrement et se dirigea vers la sortie. La vie d'Antoine allait reprendre son cours, lisse et ordonnée. Il le croyait. Il ne pouvait pas avoir plus tort. Le maître d'hôtel sortit sur le parvis balayé par le vent. La fillette, sentant sa présence, se détourna de la vitre, le visage empreint d'une déception si pure qu'elle fendait le cœur. Elle fit quelques pas, ses petites bottes usées, glissant sur les pavés humides. C'est alors qu'elle trébucha. Un petit cri étouffé, un bruit sec de bois heurtant la pierre. Son seul trésor, une petite boîte à musique, venait de lui échapper. Le maître d'hôtel, par réflexe plus que par bonté, se pencha pour la ramasser. En la lui tendant, son pouce effleura la petite manivelle, et le mécanisme, libéré par le choc, s'enclencha. Une mélodie s'éleva dans l'air glacial. Quelques notes simples, cristallines, presque enfantines. Une mélodie qui n'aurait dû être qu'un son parmi tant d'autres dans le bruit de la ville. Mais pour Antoine Dubois, de l'autre côté de la vitre, ce ne fut pas un son. Ce fut un coup de poignard en plein cœur. Il se figea, sa fourchette suspendue à mi-chemin de sa bouche. Le temps s'arrêta. Le balai des serveurs, le murmure des conversations, le tintement des verres, tout disparut. Il n'y avait plus que cette musique, la mélodie de Luc. La mélodie que son ami fredonnait sans cesse en cuisine, lorsqu'ils n'étaient que deux jeunes hommes pleins de rêves, dans leur petit bistrot. Une mélodie intime, un secret partagé durant les longues nuits de travail. Une mélodie qu'il avait cru enterrée sous 20 ans de succès et de remords. Le fantôme du passé ne frappait plus à sa porte. Il jouait de la musique sous sa fenêtre. Antoine se leva si brusquement que sa chaise manqua de basculer. Il jeta une liasse de billets sur la table et sortit, sans même prendre son manteau. Le froid le saisit. Mais il ne le sentit pas. Dehors, la fillette avait récupéré sa boîte et s'éloignait déjà, petite ombre se fondant dans la nuit. Sans réfléchir, mu par une force qu'il ne comprenait pas, Antoine se mit à la suivre. Il la suivit à distance, un millionnaire dans son costume sur mesure, marchant dans le sillage d'une enfant des rues. Il quitta la Grand-Place et son opulence pour s'enfoncer dans des rues de moins en moins éclairées. Il la vit traverser des quartiers qu'il ne fréquentait jamais, des lieux qu'il avait oubliés, comme le quartier populaire de Oisem. Les façades élégantes laissèrent place à des immeubles délabrés, aux murs suintant l'humidité. La fillette entra dans l'un d'eux. Antoine attendit un instant, le cœur battant. Puis, il poussa la lourde porte et pénétra dans un hall glacial qui sentait le renfermer. Il monta les escaliers usés, guidé par le son lointain de la boîte à musique qu'elle avait dû remonter. Au 3e étage, une porte était entr'ouverte, laissant filtrer une lumière blafarde et une toux sèche, persistante. Discrètement, il risqua un regard. Ce qu'il vit le frappa avec la violence d'un coup de poing. L'appartement n'était qu'une seule pièce, humide et mal chauffée. Sur un matelas posé à même le sol, une femme jeune, mais terriblement amaigrie et pâle, était allongée, secouée par la quinte de toux. C'était Sophie, la fille de Luc. La petite fille, Léa, s'était assise près d'elle et avait posé la boîte à musique sur la couverture. La mélodie tentait de couvrir le son de la maladie. La pauvreté qu'il observait n'était pas une statistique anonyme vue à la télévision. Elle avait un visage. C'était le résultat direct, tangible, de sa trahison. Il avait bâti son empire sur les ruines de cette famille. Submergé par une culpabilité nouvelle et écrasante, Antoine s'enfuit. Il retourna dans son monde de luxe, mais tout lui semblait faux, obscène. Le lendemain, il fit ce que les hommes riches font toujours. Il tenta de régler le problème avec de l'argent. Il envoya un coursier avec une enveloppe épaisse contenant plusieurs milliers d'euros, sans nom d'expéditeur. Puis, il organisa une livraison anonyme des meilleurs produits de ses restaurants. Des paniers garnis de plats chauds, de fruits, de tout ce qui pourrait leur redonner des forces. Il pensait pouvoir laver sa conscience à coups de billets. Mais le lendemain, le coursier revint. L'enveloppe lui avait été rendue, intacte. La livraison de nourriture avait été refusée. Sophie, la fille de Luc, avait sa fierté. Elle ne voulait pas de la charité d'un inconnu. Ce refus était pire qu'une accusation. Il signifiait que son argent, la seule chose qui lui donnait du pouvoir, était inutile ici. Perdu,
Antoine fit appel à la seule personne qui connaissait le secret originel. Son avocat et homme de confiance, Maître Bernard. Un homme au costume impeccable et au regard aussi froid que le marbre de son bureau. Bernard était l'architecte du montage juridique qui avait ruiné Luc 20 ans plus tôt. Il écouta le récit d'Antoine sans laisser paraître la moindre émotion. « Mon cher Antoine, dit-il d'une voix lisse, vous laissez le sentimentalisme obscurcir votre jugement. C'est une erreur de débutant. L'affaire Luc est close et enterrée depuis 2 décennies. Légalement, vous êtes inattaquable. 7. Apparition n'est qu'une coïncidence malheureuse. L'ignorer est la seule solution rationnelle. Mais vous n'avez pas vu leur misère, Bernard. C'est ma faute. La faute est un concept pour les prêtres, pas pour les hommes d'affaires, rétorqua l'avocat. Pensez au risque. Si vous vous impliquez, si cette histoire refait surface, c'est tout votre empire qui est menacé. Votre réputation, vos contrats, vos investisseurs. Tout ce que vous avez bâti, pour une gamine et sa mère malade, oubliez-les. Envoyez un autre don, via une association cette fois, si cela peut apaiser votre conscience. Mais ne vous approchez plus d'elle. C'est un risque que nous ne pouvons pas nous permettre. La voix de Bernard était celle de la raison glaciale, la même voix qui avait murmuré à l'oreille d'Antoine 20 ans plus tôt. La voix qui lui avait dit de trahir son ami pour réussir. Mais cette fois, une autre musique résonnait plus fort dans sa tête. La petite mélodie de la boîte à musique. En rentrant chez lui ce soir-là, hanté par le conflit, il se mit à fouiller dans de vieilles malles oubliées à la cave. Il y trouva une boîte en fer remplie de souvenirs de sa jeunesse. Et à l'intérieur, une vieille photo. Lui et Luc, à 25 ans, souriant, le bras l'un sur l'épaule de l'autre, devant la façade de leur premier bistrot. Ils étaient jeunes, fauchés, mais ils avaient un rêve. Antoine fixa le visage de son ami. Dans le regard de ce jeune homme sur le papier glacé, il ne voyait pas seulement le passé. Il voyait une promesse trahie, un éclat de vie qu'il avait lui-même éteint. Luc souriait à l'objectif, mais ses yeux pétillaient d'une confiance absolue en l'avenir, et surtout, en l'homme qui se tenait à ses côtés. Cet homme, c'était lui. Antoine sentit une nausée monter. L'homme sur la photo n'existait plus. Il l'avait assassiné le jour où il avait décidé que l'amitié était moins précieuse que l'argent. Et soudain, une image se superposa à celle de Luc. Le visage de la petite fille, Léa, collé contre la vitre de son restaurant. Dans ses grands yeux sombres, il retrouvait la même lueur, le même éclat de vie indomptable qu'il avait tant admiré, puis écrasé, chez son ami. Ce n'était pas une coïncidence. C'était un héritage. Un héritage qu'il avait tenté de voler, mais qui avait survécu, tenace, dans le regard de cet enfant. Poussé par un besoin irrépressible de comprendre, il continua de fouiller dans la boîte en fer. Sous la photo, il y avait une liasse de lettres, jaunies par le temps, attachées par un simple ruban. C'étaient des lettres de Luc, écrites après la trahison, mais jamais envoyées. Antoine hésita, ses mains tremblaient. Lire ces mots, c'était comme profaner une tombe. Mais il devait savoir. Il déplia la première feuille. L'écriture de Luc était fine, presque fébrile. Et ce qu'il lut le brisa bien plus que ne l'auraient fait des insultes ou des menaces. Il n'y avait pas de haine dans ces lignes. Il n'y avait qu'une immense, insondable tristesse. « Antoine, commençait la lettre, ce n'est pas l'argent qui me manque. C'est le bruit de ton rire dans notre cuisine. C'est le rêve que nous partagions. Tu l'as pris, et tu l'as transformé en quelque chose de froid et de vide. Je passe tous les jours devant le chêne doré. Je vois les gens manger mon bœuf caramélisé, ton plat signature, et mon cœur se serre. Pas de colère, non, juste du chagrin. J'espère qu'un jour, au milieu de toute cette richesse, tu te souviendras de ce que nous étions. » Une autre lettre, écrite des mois plus tard, parlait de sa fille. Sophie grandit. Elle a tes yeux, tu sais, l'éclat de sa mère. Ma seule peur est pour elle. Comment grandira-t-elle dans l'ombre de cette injustice? Quel héritage lui laisserai-je, sinon celui d'un rêve volé? Chaque mot était un clou de plus planté dans le cercueil de sa conscience. La culpabilité n'était plus un fantôme lointain. Elle était une présence physique, une main glacée qui lui serrait la gorge et l'empêchait de respirer. Les conseils de maître Bernard, si logiques et froids quelques heures plus tôt, lui paraissaient maintenant grotesques, inhumains. Oublier? Comment pouvait-il oublier? La misère de Léa et Sophie n'était pas un accident. C'était sa signature. C'était l'œuvre de sa vie. Les jours qui suivirent furent un enfer. Antoine ne dormait plus. La petite mélodie de la boîte à musique tournait en boucle dans sa tête, un refrain entêtant qui se moquait de son luxe.
Son immense appartement lui semblait une cage dorée. Le champagne avait le goût de la cendre. Les compliments de ses clients sonnaient comme des accusations. Il voyait le visage de Léa partout, dans le reflet des vitrines, dans les yeux des enfants qui passèrent dans la rue. Il était hanté. Il comprit alors une vérité fondamentale. L'argent, son Dieu, son arme, son refuge, était impuissant. Envoyer plus d'argent serait une insulte de plus, une tentative lâche de payer pour son âme. La fierté de Sophie, son refus de la charité, lui avait montré la voie. Pour obtenir le pardon, il ne fallait pas donner. Il fallait se dépouiller. Le sacrifice nécessaire devint alors d'une clarté aveuglante. Pour obtenir la rédemption, il devait confesser la vérité. Il devait monter sur la scène de son propre succès et annoncer au monde entier que le grand Antoine Dubois, le génie du self-made man, n'était qu'un imposteur. Un voleur qui avait bâti son empire sur les ruines du rêve de son meilleur ami. Cela signifiait tout risquer. La faillite, l'humiliation publique, le mépris de ses pairs, la perte de tout ce qu'il avait passé 20 ans à construire. C'était son âme contre son empire. Et pour la première fois depuis une éternité, le choix lui parut simple. Terrifiant, mais simple. Une invitation était posée sur son bureau depuis une semaine. Une soirée de gala caritative organisée par sa propre fondation. Un événement médiatique majeur où toute l'élite lilloise serait présente. Maître Bernard comptait sur lui pour prononcer un discours convenu sur la philanthropie, pour polir encore un peu plus son image d'homme d'affaires généreux. Antoine regarda le carton d'invitation. Il venait de trouver sa scène. Ce ne serait pas une soirée de charité. Ce serait une exécution publique. La sienne. Le soir du gala arriva trop vite, et en même temps, avec une lenteur insupportable. Chaque heure qui passait était un pas de plus vers le précipice. Antoine passa la journée enfermé dans son bureau, non pas à travailler, mais à se préparer. Il ne rédigea aucun discours. Les mots qu'il devait prononcer étaient gravés dans sa chair depuis 20 ans. Il n'avait qu'à les laisser sortir. Sa seule préparation fut un appel téléphonique. Un appel qu'il redoutait plus que tout. Il composa le numéro de son fils, Thomas. La sonnerie lui parut durer une éternité avant que la voix froide de son fils ne réponde. « Quoi ? Pas de « allô », pas de « papa ». Juste « quoi ? Thomas, c'est moi. » Un silence. Antoine pouvait presque sentir le mépris à travers le téléphone. « Je sais. Que veux-tu ? Je suis occupé. » Antoine ferma les yeux. Il méritait ça. J'aimerais que tu viennes au gala de la Fondation ce soir. Un rire sec et sans joie éclata à l'autre bout du fil. Le gala, pour te voir parader avec tes amis millionnaires et faire semblant de te soucier des pauvres. Non merci, j'ai mieux à faire, comme par exemple n'importe quoi d'autre. La cruauté des mots le frappa, mais il ne flancha pas. S'il te plaît, Thomas, pour une fois, viens. Ce que je vais dire ce soir. C'est important, c'est pour toi aussi. Il y eut un autre silence, plus long cette fois. De la curiosité peut-être, ou juste de la lassitude. Très bien, je viendrai, mais ne t'attends pas à ce que j'applaudisse. Et il raccrocha. Antoine posa le combiné, le cœur lourd. C'était un début. Un misérable petit début. Plus tard dans l'après-midi, il fit quelque chose d'encore plus difficile. Il retourna dans l'immeuble délabré de Oisem. Il monta les escaliers, le bruit de ses chaussures de luxe résonnant étrangement dans le silence misérable. Il frappa à la porte de Sophie. Elle ouvrit, et la méfiance se peignit immédiatement sur son visage fatigué. « Qu'est-ce que vous voulez encore ? Je vous ai dit que nous n'acceptions pas la charité. » Antoine ne sortit aucune enveloppe. Il resta sur le palier, humblement. « Je ne suis pas venu pour ça. Je voulais juste voir votre fille, Léa. » Sophie hésita, son instinct protecteur en alerte. Mais derrière elle, la petite tête de Léa apparut. Ses grands yeux sombres fixèrent Antoine, sans peur, avec une sorte de curiosité grave. « Bonjour, monsieur, » dit-elle d'une petite voix. Antoine s'accroupit pour être à sa hauteur, ignorant la saleté du sol. « Bonjour, Léa. Je voulais te demander quelque chose, ta boîte à musique, celle qui joue cette si jolie mélodie. Pourrais-tu me la prêter ? Juste pour ce soir. Je te promets de te la rapporter demain, sans une égratignure. C'est pour quelque chose de très très important. » Sophie allait protester, mais Léa, avec une intuition que seule l'enfance possède, sembla lire quelque chose dans le regard de cet homme triste.
Elle rentra dans l'appartement et revint avec son trésor. Elle le tendit à Antoine. « Il faut bien la remonter, sinon la musique est fatiguée », expliqua-t-elle sérieusement. Antoine sentit ses doigts trembler en prenant l'objet en bois. Il avait l'impression de tenir son propre cœur, ou ce qu'il en restait. « Merci, Léa. Merci. » Il se releva et regarda Sophie. « Ce soir, tout va changer, » dit-il simplement, avant de tourner les talons et de partir, laissant la mère et la fille perplexes sur le seuil de leur porte. La salle de réception de l'hôtel de ville était un océan de paillettes et d'hypocrisie. Les lustres en cristal jetaient une lumière dorée sur les robes de soirée et les smokings impeccables. Le champagne coulait à flots. Antoine se déplaçait au milieu de cette foule comme un somnambule. Les sourires, les poignées de main, les compliments sur sa générosité légendaire. Tout glissait sur lui. Il voyait le monde qu'il avait construit, et il lui donnait la nausée. Maître Bernard était à ses côtés, comme une ombre élégante et froide. Il n'avait pas cessé de lui murmurer des avertissements. « Antoine, souvenez-vous du discours. Parlez des nouveaux projets, du montant record levé cette année. Restez simple, efficace, pas de surprise. » Antoine ne répondait pas. Il cherchait un visage dans la foule. Il le trouva enfin. Thomas était là, appuyé contre un pilier au fond de la salle, les bras croisés, un air de défi sur le visage. Leurs regards se croisèrent. Aucune chaleur, aucune reconnaissance. Juste une question silencieuse. « Alors, qu'est-ce que tu vas encore nous jouer ?» Avant de monter sur scène, Antoine s'approcha discrètement du technicien en charge de la projection. Il lui tendit une petite clé USB. « Quand je vous ferai signe, vous projetterez l'unique image qui se trouve sur cette clé. Sur l'écran géant, derrière moi. C'est tout. » Le technicien hocha la tête, habitué aux demandes des orateurs. Le moment arriva. Le maire de Lille termina son propre discours en couvrant Antoine d'éloges. « Et maintenant, j'ai l'honneur d'accueillir un homme qui est la preuve vivante que le travail acharné et la vision peuvent changer le monde. Un grand philanthrope, un pilier de notre communauté, mon ami. Antoine Dubois !» Les applaudissements éclatèrent, assourdissants. Maître Bernard lui donna une tape dans le dos. « À vous de jouer, Antoine. N'oubliez pas, le script. » Antoine monta les quelques marches qui le séparèrent de la scène. Il s'approcha du pupitre. Les lumières l'aveuglaient. Un silence respectueux s'installa dans l'immense salle. Des centaines de visages le fixaient, attendant les mots convenus, le chèque symbolique, le discours poli. Il posa ses mains sur le bois du pupitre pour ne pas trembler. Dans sa poche, il sentait le contact froid de la petite boîte à musique. Il inspira profondément, son regard balayant la foule, passant sur les visages des puissants, pour finalement se poser sur celui de son fils. Il prit le micro. Sa voix, quand elle sortit, était calme, mais chargée d'un poids que personne dans cette salle ne pouvait encore comprendre. « Bonsoir à tous. Merci d'être venus. » Il marqua une pause. « Ce soir, on attend de moi que je vous parle d'argent, de dons, de philanthropie. Mais je ne vais pas faire ça. Ce soir, je vais vous parler d'un vol, d'une trahison et d'une injustice qui a duré 20 ans. » Un murmure parcourut la salle, un frémissement d'incompréhension et de malaise. Les sourires polis se figèrent. Maître Bernard, à côté de la scène, devint livide. Il fit un pas en avant, comme pour intervenir, mais se retint. Antoine l'ignora. Son regard était toujours fixé sur son fils, au fond de la salle. « L'homme que vous applaudissez ce soir, le self-made man, est une fraude, » continua Antoine, sa voix s'amplifiant, emplissant chaque recoin de la salle. « Mon empire, le chêne doré, n'a pas été bâti sur mon génie, mais sur le cœur brisé et le rêve volé d'un autre homme. Un homme qui était mon meilleur ami. Mon frère. » Le silence était maintenant total, si lourd qu'on aurait pu l'entendre tomber. Les caméras des journalistes, initialement présentes pour couvrir un événement mondain, se recentrèrent sur Antoine, sentant l'odeur du scandale. Son nom était Luc, et il était le véritable artiste. C'est lui qui a créé l'âme de notre cuisine. C'est lui qui a inventé le plat qui a fait ma fortune. Ses mains, qui ne tremblaient plus, se glissèrent dans la poche de son smoking. Il en sortit un petit objet en bois usé, la boîte à musique de Léa. Il la posa délicatement sur le pupitre, et d'un geste lent, en tourna la manivelle. Puis, il approcha le micro de la petite boîte. Une mélodie simple, cristalline et déchirante s'éleva dans le silence de mort. Ces quelques notes enfantines,
si pure, semblait une anomalie dans cet océan de luxe et d'hypocrisie. La musique flotta, fragile et entêtante, au-dessus des têtes des convives médusés. Cette musique, dit Antoine, la voix étranglée par une émotion qu'il ne cherchait plus à cacher, c'était la sienne. C'est la mélodie qu'il fredonnait en créant son chef-d'œuvre. Un plat que vous connaissez tous sous le nom de bœuf caramélisé d'Antoine Dubois. C'est un mensonge. Ce plat n'a jamais été le mien. Il fit alors un signe discret au technicien. Derrière lui, sur l'écran géant qui devait projeter les chiffres de sa fondation, une vieille photo en noir et blanc apparut. 2 jeunes hommes, bras dessus, bras dessous, souriant à la vie devant la façade d'un modeste bistrot. La jeunesse, l'espoir et l'amitié crevaient à l'écran. Le contraste entre le jeune Antoine, plein de vie, et l'homme brisé qui se tenait sur scène était saisissant. « Voilà qui nous étions, » dit-il, avant que la cupidité ne me dévore. J'ai profité de sa plus grande faiblesse, du moment où il enterrait sa femme, pour le trahir et lui voler tout ce qu'il avait. Je l'ai laissé mourir dans la misère et le chagrin. Maître Bernard n'en pouvait plus. Il se précipita vers les marches de la scène. « Antoine, qu'est-ce que vous faites? Arrêtez ce cirque. »« Sécurité !» cria-t-il à mi-voix, mais Antoine leva une main pour l'arrêter, sans même le regarder. Son regard était un laser pointé sur l'assemblée. « La sécurité ne peut rien contre la vérité, Bernard. Vous le savez mieux que quiconque. Vous étiez là, vous avez rédigé les contrats. » L'avocat se figea, le visage décomposé. Tous les regards se tournèrent vers lui. En une phrase, Antoine venait de l'entraîner dans sa chute. « Ce soir, » reprit Antoine, sa voix retrouvant une force nouvelle, une force née non plus du pouvoir mais de la vérité. « La réparation commence. À compter de demain, le plat signature de tous mes restaurants sera officiellement rebaptisé le bœuf caramélisé de Luc. » Un murmure de stupeur s'éleva. C'était un séisme dans le monde de la gastronomie. De plus, l'intégralité des bénéfices de mon restaurant principal, ici, sur la Grand Place, sera versée à un fonds de soutien pour la famille de Luc, sa fille et sa petite-fille, que ma trahison a plongé dans la précarité. Il marqua une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. Et enfin, avec le reste de ma fortune, je vais créer une fondation qui portera son nom. Une école de cuisine pour les jeunes des quartiers défavorisés de l'île. Une école qui enseignera non seulement la technique, mais aussi l'honnêteté et la passion. L'héritage que j'ai volé sera enfin utilisé pour créer des rêves, au lieu de les détruire. Il avait fini. Le silence qui suivit ne fut pas un silence de respect, mais de choc total. Il avait délibérément fait exploser sa propre vie, son propre empire, devant l'élite même qu'il avait adulée. Il avait tout perdu, sa réputation, sa crédibilité, probablement sa fortune. Lentement, il se détourna du pupitre et descendit de la scène. Il ne regarda personne, ni les visages horrifiés, ni les journalistes qui commençaient à s'agiter. Il marcha droit devant lui, vers la sortie, traversant la foule qui s'écartait sur son passage comme la mer devant Moïse. Il était seul, un roi déchu quittant son royaume en ruine. Alors qu'il passait devant le pilier où se tenait son fils, une main se posa sur son bras, l'arrêtant. C'était Thomas. Antoine se tourna pour faire face à son fils, s'attendant au mépris, à un dernier coup de grâce. Mais dans les yeux de Thomas, pour la première fois depuis son enfance, il n'y avait plus de haine. Il y avait du respect. Un respect teinté de douleur, de confusion, mais un respect indéniable. Thomas ne dit rien. Il se contenta de lui tendre la main. Hésitant, Antoine la prit. La poignée de main fut ferme. C'était plus qu'un salut. C'était un pont jeté par-dessus un abîme de 20 ans de silence et de ressentiment. C'était un pardon. Le pardon. Un mot simple, mais qui pesait le poids d'une vie. En quittant la salle de bal, Antoine ne sentit pas les regards hostiles, ni les murmures choqués qui le suivaient comme une traînée de poudre. La seule chose qui comptait était la main de son fils, toujours posée sur son bras. Ils sortirent ensemble dans la nuit lilloise, froide et silencieuse. Le tumulte du gala semblait déjà appartenir à un autre monde. Ils marchèrent un long moment sans dire un mot, le long des rues pavées éclairées par les lumières de Noël. Ce n'était pas un silence gêné, mais un silence nécessaire, un espace pour que 20 ans de colère et d'incompréhension puissent enfin se dissiper. « Pourquoi » demanda finalement Thomas, sa voix rauque. « Pourquoi maintenant » Antoine s'arrêta et se tourna vers son fils. Il n'essaya pas de se justifier. Il n'y avait plus de place pour les mensonges. « À cause d'une petite fille, »
dit-il simplement. Et de sa boîte à musique. Elle m'a rappelé qui j'étais avant. Avant tout ça. Avant que l'argent ne devienne plus important que les gens. Pour la première fois, Thomas ne le regarda pas comme un monument de réussite ou un monstre de cupidité, mais simplement comme son père. Un homme faillible, brisé, qui essayait de recoller les morceaux. Les jours suivants furent un cataclysme. Comme prévu, le monde des affaires se détourna d'Antoine. Les contrats furent rompus, les partenaires se retirèrent, et les journaux firent leur gros titre du « scandale du chêne doré ». Maître Bernard, exposé publiquement, fut radié du barreau et dut faire face à des poursuites pour complicité. L'empire qu'Antoine avait mis une vie à construire s'effondrait pierre par pierre. Et pourtant, chaque matin, en se regardant dans le miroir, Antoine se sentait plus léger. La culpabilité, ce cancer qui le rongeait de l'intérieur, avait disparu. Il avait perdu son prestige, mais il avait retrouvé son âme. Mais la partie la plus difficile restait à faire. Il ne s'agissait pas seulement de donner de l'argent, il s'agissait de demander pardon à ceux qui l'avaient directement blessé. Quelques jours plus tard, il retourna à Oisem. Cette fois, il n'était plus un millionnaire en quête d'absolution, mais un homme venu se présenter sans armure. Quand Sophie lui ouvrit la porte, elle le regarda avec des yeux où se mêlèrent la méfiance et une pointe de curiosité. L'histoire du gala avait fait le tour de la ville. « Je ne suis pas venu vous donner de l'argent, » commença Antoine, sa voix humble. « Je suis venu vous rendre ce qui vous appartient, l'honneur de votre père. Et je suis venu vous demander pardon. » Il resta sur le palier, sans chercher à entrer, attendant son jugement. Sophie le dévisagea longuement. Elle vit dans ses yeux non pas de la pitié, mais un regret si profond, si sincère, qu'il était impossible d'en douter. « Entrez, dit-elle finalement. Ce fut le début d'une lente reconstruction. Antoine n'imposa rien. Il commença par s'assurer que Sophie reçoive les meilleurs soins médicaux, payés par le fonds qu'il avait créé. Sa santé s'améliora de jour en jour. Puis, il les aida à trouver un petit appartement décent, avec des fenêtres qui laissaient entrer la lumière, et un petit bout de terre à l'arrière. Mais plus important que l'aide matérielle, il leur offrit son temps. Il n'était plus le grand Antoine Dubois, magnate de la restauration. Il était juste Antoine. Il venait leur rendre visite, non pas avec des paniers garnis de mets luxueux, mais avec des légumes frais du marché. Il devint pour Léa la figure du grand-père qu'elle n'avait jamais connu. Un après-midi, dans la petite cuisine ensoleillée de leur nouvelle maison, il sortit un vieux carnet de recettes. « Léa, dit-il doucement, j'aimerais t'apprendre quelque chose. La recette préférée de ton grand-père, celle qu'il chantonnait en la préparant. » Sous le regard ému de Sophie, Antoine et Léa se mirent à cuisiner ensemble. Il lui montra comment faire dorer la viande, comment préparer le caramel sans le brûler, comment doser les épices avec amour. Il ne lui transmettait pas seulement une recette, il lui restituait son héritage. En voyant les petites mains de Léa mélanger les ingrédients, Antoine sut qu'il avait enfin fait la paix. Le rêve de Luc n'était plus enfermé dans les restaurants froids et impersonnels du Chêne Doré. Il était vivant, ici, dans cette cuisine simple et chaleureuse. La dernière image de cette histoire n'est pas celle d'un restaurant opulent ou d'un gala scintillant. C'est celle d'une cuisine baignée de lumière. Antoine et Léa, un tablier noué autour de la taille, préparent un repas simple. Il rit aux éclats, un peu de farine sur le nez. À travers la fenêtre, on ne voit plus le froid glacial de la rue, mais un petit jardin où les premières pousses vertes commencent à sortir de terre, un jardin qu'ils ont planté ensemble. La vitre n'est plus une barrière entre deux mondes, entre la richesse et la pauvreté. C'est une ouverture sur un avenir partagé. Ce jour-là, en regardant le bonheur simple sur le visage de la petite fille, Antoine comprit enfin. La véritable richesse ne se compte pas en millions sur un compte en banque, mais en moments partagés, en rires sincères et dans la paix d'une conscience apaisée. Il n'est jamais trop tard pour réparer le passé, même si cela implique de détruire le présent que l'on a construit sur des mensonges. Car parfois, il faut tout perdre pour enfin tout gagner. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour soutenir mon travail. Je vous promets de continuer à vous apporter des récits qui, je l'espère, toucheront votre cœur. Et s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires, quelle note de 0 à 10 donneriez-vous à ce voyage? Votre avis compte énormément pour moi. Je lis chacun de vos messages.